Il y a un travail qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur les commerçants sogdiens en Chine. Les sogdiens, c'est les gens autour de Samarcande. Bon, au 6e siècle, 7e siècle de notre ère. Ces gens-là vont jusqu'en Chine et ils ont des relais chinois, ils s'installent même, il y a des colonies qui s'installent. Vous avez des colonies de marchands qu'on retrouve tout au long des étapes. Alors on retrouve ces étapes-là. Mais ça, c'est il y a aussi un brassage de culture considérable. Et de monde et de gens. On se croise, on se marie, on a des concubines, etc. Donc, si vous voulez, il y a tout un mélange de population, de culture, de musique, de goût, de religion. C'est bien connu, notamment le bouddhisme. Mais ça, c'est 1er siècle avant notre ère. Voilà. Vous voyez que il faut tout historiciser, si je veux dire, parce que sinon on dit des bêtises. Oui, on aplatit l'histoire, alors qu'elle fait partie justement de la substance et de la dynamique de cette entreprise merveilleuse. Oui. Alors, justement, l'histoire. Alors, la route de la soie connaît un âge d'or au 7e siècle, disons. C'est donc la grande dynastie chinoise des Tang. Et pour donner une idée, tout de même, chez nous, en gros, c'est la dynastie mérovingienne. Alors, on peut douter quand même que la culotte de Dagobert ait été en soie, même celle de son petit-fils Dagobert II, qui a régné très peu d'années à la fin. Non, mais je veux dire par là que la destination à cette époque-là, cette époque de grande expansion de cette route de la soie, les marchandises, elles allaient où? D'abord, l'Europe occidentale n'a jamais été la destination des routes de la soie. Au mieux, c'était du temps de Rome. Bon, et Venise, sinon, plus tard. Oui, mais plus tard, c'est autre. À ce moment-là, il y a tellement d'autres routes qu'on ne peut plus parler des routes de la soie au moment de Venise. Mais Rome, oui, parce que Rome, c'est 2e siècle avant, 2e siècle après, à peu près. Ça correspond d'ailleurs à l'empire des Han, qui lui aussi a été un grand moment des routes dites de la soie. Mais jamais on a visé Dagobert. Vous pensez bien, personne ne savait qu'il existait en plus. Non, ce qui était bien plus intéressant, c'était la mer Noire, c'était Constantinople, c'était l'Iran, c'était la Syrie. C'est ça. Ça, c'était vraiment les objectifs lointains que les Chinois commençaient à avoir en tête. Mais entre-temps, il y avait eu toute une période aussi, la période des contacts entre, disons au début de notre ère, entre les Chinois et les nomades, et les grandes steppes et les Huns. Et ce qu'on appelait les Xiongnu, toute cette période dans laquelle la Chine envoyait beaucoup de soie vers le nord, tout ça on l'oublie, si vous voulez. Donc il faut le resituer. Alors, autre période de grands échanges intenses, c'est l'Empire mongol au XIIIe siècle. Oui. Et là, effectivement, la route, s'étend sans discontinuer pratiquement de la Chine à Venise ou Gênes. Oui, à peu près. C'est-à-dire que les Mongols sont pas arrivés jusqu'à Venise et Gênes par fortune, je dirais, mais pas loin. Ils ont passé effectivement les détroits, et à ce moment-là, il y a une organisation qui est mise en place par les Mongols, mais elle va durer un siècle et demi à peine. Et c'est là que aussi apparaît la route maritime. On n'en a pas parlé, Pierre Jantel. Non, elle apparaît avant. Bien avant, mais je veux dire, là, en l'occurrence. Là aussi, il y a une route maritime. Voilà. Mais on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a les Arabes qui, eux, sont allés en Chine, mais par la mer. Ils ne sont pas allés par la terre. Quelle était la connaissance cartographique des Chinois sur cette période? On voit apparaître les premières cartes en Occident, ces cartes sans couleur, avec toutes sortes d'indications et de... les plus vieilles cartes qu'on connaisse de la Chine, c'est le XIIe siècle. Hein, vous savez, c'est ça. Avant, on n'a pas de traces. Simplement, on peut se dire que chaque commerçant, chaque voyageur avait sa propre carte, soit une carte mentale, soit une carte dessinée, mais qu'il gardait secrète, parce qu'il n'avait aucune raison de favoriser ses concurrents. Hein. Donc chacun avait sa carte. C'est l'idée de réunir ces cartes en atlas, qui est venu d'ailleurs au pouvoir. Le pouvoir chinois essaye d'avoir des atlas de toutes les routes. L'empereur chinois, c'est en gros où sont les choses et comment sont faites les routes. Mais c'est à partir, disons, du XIIe, XIIIe siècle que on commence à avoir une véritable cartographie. Mais nous, en Europe, on l'aura plus tard, on l'aura surtout au XVIIe. Oui, après les grandes découvertes, c'est vrai que c'est ça le moteur, et puis elles ont longtemps aussi d'ailleurs été, cachées ou conservées comme des secrets stratégiques. Alors, on parlait de la route maritime, Pierre Jantel. Voici un autre témoignage d'époque, le grand voyageur arabe Ibn Battuta, qui arrive donc, au port, le plus grand port chinois, au port de Zaytoun, par la mer, lui. Contrairement un port, on y arrive par la mer, quand même.
La Chine est la plus sûre ainsi que la meilleure de toutes les régions de la Terre pour celui qui voyage. On peut parcourir tout seul l'espace de 9 mois de marche sans avoir rien à craindre, même si l'on est chargé de trésors. C'est que dans chaque station, il y a une hôtellerie surveillée par un officier qui est établi dans la localité avec une troupe de cavaliers et de fantassins. Pour revenir aux détails de notre voyage, nous dirons qu'après notre trajet sur mer, la première ville chinoise où nous débarquâmes, ce fut celle de Tseitoun. Bien que Tseitoun en arabe signifie olive, il n'y a pourtant pas d'olivier dans cette cité, pas plus que dans aucun autre endroit de la Chine, ni de l'Inde. Seulement, c'est là son nom. C'est une ville grande, superbe, où l'on fabrique les étoffes damassées de velours ainsi que celles de satin et qui sont appelées de son nom Sentounia. Elles sont supérieures aux étoffes de Kansa et de Kanbalik. Le port de Tseitoun est un des plus vastes du monde. Je me trompe. C'est le plus vaste de tous les ports. J'y ai vu environ 100 jonques de grande dimension. Quant aux petites, elles y étaient innombrables. C'est un vaste golfe qui, de la mer, entre dans les terres jusqu'à ce qu'il se réunisse avec le grand fleuve. Dans cette ville, comme dans tout autre de la Chine, chaque habitant a un jardin, un champ, et sa maison au milieu exactement de même que cela se pratique chez nous dans la ville de Siglimassa. C'est pour cette raison que les cités des Chinois sont si grandes. Une description de la Chine par Ibn Battuta de plusieurs choses. Évidemment, le grand port de Zeytoun. Vous allez nous dire, Pierre Chantel, comment ça se dit en chinois, qui est au XIIIe et XIVe siècle le plus grand port de Chine. Et puis en même temps, des indications sur la paix intérieure, la tranquillité pour le voyageur dans ce pays. Oui, mais ça, là, à nouveau, c'est l'Empire. Mais si vous voulez, lui, si je me souviens bien, il doit être vers 1353 ou par là. Enfin, oui. Et il arrive à une période qui est encore calme. Parce que il va y avoir d'autres troubles. Hein. Il arrive à une période encore calme où on a un empire qui est en place. Et surtout, lui, il dit que c'est le plus grand port du monde parce que c'est le port par lequel arrivent les Arabes, les musulmans. En fait, il ne cesse pas d'être musulman, Ibn Battuta, quand il se déplace. Il va d'ailleurs que chez des musulmans. Quand on regarde ses voyages autour du monde, il le dit bien, il montre bien comment on fait. Il va d'un musulman à l'autre. Et puis il s'annonce. Et puis il arrive avec son or, ses esclaves, ses femmes et tout ça. Et puis il continue, il change d'esclave et puis il repart. Donc, il trouve qu'effectivement, c'est vrai que depuis le 7e siècle, au moins, pour ce qu'on en sait, il y a d'ailleurs, à Quanzhou, j'ai vu des tombes musulmanes, on les voit encore, hein. Donc, il y a des Arabes qui viennent et qui circulent, c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a un ordre, mais parce que tout ça, c'est encore politique, si vous voulez. Oui. Alors justement, peut-être rapidement, cette période d'âge d'or dont on parle au 7e siècle, elle s'explique aussi par le fait que c'est une période de relative expansion économique et puis surtout de paix entre les grandes formations impériales, disons, qui se partagent le territoire. Enfin, ça dépend de quand on parle. Oui, le 7e siècle, du 7e ou 8e siècle, c'est que là, on est dans la période de la conquête de l'Asie centrale par les Arabes. Donc, mettons que quand c'est à peu près équilibré, 8e siècle, 750. C'est ça. Quand les Arabes et les Chinois font leur jonction à Talas, c'est aujourd'hui en Ouzbékistan, quand ils se rencontrent là, disons que les choses sont stabilisées. Chacun a l'ordre pour soi. Et puis, on a des échanges entre pôles, si vous voulez, de pouvoir. Il faut bien voir que le système du commerce, qu'on appelle les routes de la soie, en fait, c'est une question de polarité entre des territoires. D'un côté, vous avez un territoire, la Chine, qui a beaucoup de matières premières, de choses rares, de choses fabriquées. Après, ce sera la porcelaine, et qu'on n'a pas en Europe, d'un côté, et de l'autre. Vous avez l'Europe qui est en train de se constituer en puissance, qui va découvrir le monde, et le conquérir ensuite. Donc cette Europe-là, alors tout pays, toute ville confondue, Venise, Florence, Gênes, etc., Constantinople, tout ça qui attire les gens qui sont sur le chemin. Et à l'envers, quand les Chinois apprennent qu'on fabrique des choses chez nous,
eh bien, ils les veulent. C'est comme ça que la boussole se déplace, la poudre à canon, enfin, le papier, l'imprimerie, tout ça, voilà, c'est des échanges. C'est ça, la route de la soie, entre guillemets. Alors, un dernier document d'époque, si j'ose dire. On se déplace un petit peu justement depuis la Chine vers, mais c'est une partie évidemment du trajet que vous connaissez très bien, Pierre Gentel. On se déplace donc vers l'Occident. Il s'agit donc du témoignage d'un ambassadeur espagnol, Ruiz González de Clavijo, qui s'est trouvé en Chine un petit peu plus tard, donc au tout début du XVe siècle, 1406, et donc il décrit le Samarcande de Tamerlane, et notamment une entreprise de grands travaux, je dirais pour l'époque, de travaux publics ordonnés par Tamerlane pour justement accueillir la route de la soie. Dans Samarcande, on fait chaque année un grand commerce de marchandises de toutes sortes qui arrivent du Cathay, de l'Inde, de la Tartarie et de nombreuses autres régions, ainsi que des produits du pays lui-même, qui est très prospère. Comme il n'y avait pas une place suffisante réservée pour ce négoce, permettant de le faire dans l'ordre et suivant les règlements, Timur Beg ordonna de construire une rue bordée de comptoirs et de tentes qui traverserait la cité de part en part et dans laquelle on vendrait les marchandises. Cette rue commença d'un côté de la ville pour aboutir de l'autre côté. Il en confia l'exécution à plusieurs de ses conseillers, les avertissant que s'ils n'avançaient pas assez vite en faisant faire les travaux jour et nuit, ils le paieraient de leur tête. Les conseillers commencèrent par faire démolir autant de maisons qu'il était nécessaire pour faire place au tracé de la rue demandée par Timur Beg. Ils n'avaient de considération envers aucune maison ou aucun de leurs propriétaires. Les habitants s'enfuyaient au moment où l'on abattait leurs maisons, avec leurs vêtements et ce qu'ils pouvaient emporter. À peine les maisons démolies, on voyait arriver les maîtres maçons qui commençaient leur travail. Ils construisirent une rue spacieuse, bordée de chaque côté par des boutiques pourvues de hauts comptoirs recouverts de faïence blanche. Chaque boutique avait 2 pièces. La rue était couverte par une voûte percée d'ouvertures par lesquelles passait la lumière. Quand les boutiques étaient terminées, on y installait aussitôt des commerçants avec des marchandises variées. De distance en distance, la rue était pourvue de fontaines. Tous les gens qui avaient travaillé à cette œuvre furent payés par la ville. Ils s'en étaient présentés à l'embauche autant qu'on en avait demandé. Quand les travailleurs de jour s'en allaient, ils étaient remplacés aussitôt par les travailleurs de nuit. Les uns démolissaient les habitations, les autres aplanissaient le sol et d'autres encore construisaient. Ils faisaient un bruit si fort de jour comme de nuit qu'on aurait cru que c'étaient des démons. Tout fut réalisé en moins de 20 jours, ce qui est stupéfiant. Quelle organisation, Pierre Gentel? Oui, mais ça c'est Tamerlane. Hein. Tamerlane, il voulait faire de Samarcande, et d'ailleurs il l'a fait, la capitale du monde. Par conséquent, on comprend qu'il ait mis le prix, et puis il a pillé un peu tout ce qu'il a pu trouver autour. C'est amusant que vous parliez de Samarcande, parce qu'en ce moment j'y travaille. J'y vais, j'en viens, je vais y retourner en septembre, et je travaille avec les archéologues de l'école normale, et donc nous avons des programmes justement d'études de l'urbanisme, en plus des fouilles. Et c'est vrai que aujourd'hui, il reste presque plus rien, il faut dire. Il ne reste que quelques grands monuments. De tout ce qui est détruit, hélas, on est obligé de le reconstituer par l'imagination. Mais c'est un peu l'avantage des archéologues ou des géographes de pouvoir rajouter des choses à ce qui existe, parce qu'ils essayent de le mettre au jour. Bon, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la route de la soie, Pierre Gentel? Je dirais que il reste tout, et puis il reste rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, si vous voulez, qu'on puisse... Il n'y a pas de voie romaine. Il n'y a pas de voie romaine. Ouais. Bon. En revanche, toutes les villes, tous les chemins, tous les endroits où il y a une production quelconque et un intérêt pour cette production, tout ça fonctionne mieux que jamais. Et on va maintenant mettre des chemins de fer, on est en train de faire des liaisons aériennes, et tout ça c'est la route de la soie aussi. Et le programme de l'UNESCO continue, d'ailleurs il a été reconduit à la demande des pays. Tout le monde. Oui. Ben oui, vous savez, il y a même un institut de Silk Roadology, c'est-à-dire d'études de la route de la soie à Nara au Japon, auquel je suis allé faire une conférence, et les Japonais sont fous de route de la soie. Or, je peux vous assurer que dans les temps antiques, ils n'y ont jamais participé. Bien sûr. Merci Pierre Gentel. Je rappelle que vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS et également archéologue. Vous avez publié plusieurs livres sur la Chine et notamment, tout dernièrement, un ouvrage dont vous allez nous donner le titre. Oh, sur la Chine, oui.
oui, la Chine, un continent et au-delà, la documentation française. Les textes étaient lus par Yasmine Modestine, c'était Sous le ciel de Chine, troisième volet de cette série consacrée à la cartographie des routes de la soie.